Jupiter est une énorme boule de gaz. Elle est plus grosse que toutes les planètes du système solaire réunies. Jupiter virevolte comme une toupie. Ses jours sont plus courts que sur n'importe quelle autre planète. Elle tourne sur son axe en moins de 10 heures. Brillant faiblement à travers l'anneau de poussière qui entoure Jupiter, le Soleil n'est qu'un phare lointain, distant de 780 millions de kilomètres. Jupiter est si éloigné du Soleil qu'il lui faut près de 12 ans pour parcourir son orbite autour de l'étoile. Comparé à Jupiter, la Terre est une naine. Il faut 11 terres pour égaler le diamètre de Jupiter et plus de 1300 pour remplir son volume. Jupiter joue parfois le rôle d'un aspirateur à comète. Cette comète, venant du fin fond du système solaire, frôle Jupiter d'un peu trop près. Elle est capturée par la gravité de la planète géante. Soumise à des forces des centaines de fois plus grandes que l'attraction qu'exerce la Lune sur les marées terrestres, la comète se brise en morceaux. Nous sommes en juillet 1994. Plus de 20 fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 plongent vers Jupiter. « 1977. Deux sondes spatiales jumelles quittent notre petite planète bleue en direction du lointain système solaire. Première cible de ces missions Voyager, Jupiter. 2 ans plus tard, Jupiter se révèle alors dans toute sa splendeur. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle n'a pas vraiment de surface, rien de solide en tout cas, juste du gaz tourbillonnant en de gigantesques bandes climatiques. Ces courants de gaz soufflent dans des directions opposées. Des tempêtes et des tourbillons font le tour de la planète. La plus grande de ces tempêtes est la Grande Tache Rouge, 3 fois plus grande que la Terre, un anticyclone qui fait rage depuis des siècles. En haut de l'écran, la Grande Tache Rouge vue de Voyager 1. En bas, la même vue de Voyager 2. Dix ans plus tard, depuis l'orbite de la Terre, la navette spatiale lance Galileo. En passant par Vénus et 2 fois au large de la Terre, il faut 6 longues années à la sonde pour atteindre Jupiter. Galileo y parvient. En 1995, une sonde est larguée pour une descente aux enfers. Le plongeon est ralenti par un parachute. Chaque seconde compte pour les recherches. Les nuages s'épaississent. Les vents soufflent à plus de 500 km/h, entraînés par la chaleur de Jupiter. Les températures grimpent. Jupiter dégage beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. Son noyau chauffe à plus de 30 000 degrés Celsius. Au bout de 40 minutes de plongée, l'atmosphère est 10 fois plus dense que celle de la Terre. Au bout d'1 heure, la sonde Galileo est anéantie, écrasée par la pression. Jupiter est composé de 90% d'hydrogène et de presque 10% d'hélium. Une sorte de brouillard englobe son atmosphère. En dessous, des cristaux d'ammoniac, de l'hydrosulfide d'ammonium, de la glace et des gouttelettes d'eau et d'ammoniac. Au cœur de Jupiter, de l'hydrogène et de l'hélium, puis de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène métallique et enfin un noyau dur. C'est cet hydrogène métallique liquide qui produit le champ magnétique de Jupiter. À l'intérieur de cette zone en forme de chambre à air, des particules électrisées bourdonnent comme un essaim d'abeilles.
Mais la magnétosphère de Jupiter s'étend bien plus loin. Elle est, après le Soleil, la plus grosse entité du système solaire. Quand le vent solaire s'engouffre en direction de la planète, des aurores se déploient au-dessus des pôles. Ces halos sont chargés de particules qui interagissent avec la couche supérieure de l'atmosphère. Les 16 satellites de Jupiter. Après avoir lancé sa sonde dans l'atmosphère de Jupiter, Galileo s'intéresse maintenant à ses satellites. Le premier d'entre eux, Io, est tiraillé entre l'attraction de Jupiter et celle d'un satellite proche. Il en résulte des éruptions volcaniques photographiées pour la première fois par la sonde Voyager. De tous les corps du système solaire, Io est celui dont l'activité volcanique est la plus intense. Il est secoué en permanence par des éruptions. La lave recouvre sans cesse sa surface. Des panaches de gaz alimentent son atmosphère en soufre. Contrairement à Io, ce satellite, Ganymède, est très calme. À moins 150 degrés, la croûte de glace s'étend sur 100 km d'épaisseur. Ganymède est le plus gros satellite de tout le système solaire. Il est même plus gros que la planète Mercure. Autour de Ganymède, Galiléo détecte un faible champ magnétique qui laisse deviner la structure interne de ce satellite. Sous la croûte s'étend un manteau de neige fondue, puis une couche de roches et de glace entourant un noyau de silice. Callisto pourrait être le jumeau de Ganymède s'il n'était criblé de cratères. Ceux-ci témoignent d'innombrables bombardements. Le plus grand site d'impact est un vaste bassin en forme d'anneau. En voici un autre, photographié par Galiléo. S'il devait y avoir une vie extraterrestre dans le système solaire, ce serait ici, sur Europa. Lisse et craquelée comme une coquille d'œuf. Une théorie prétend que toute la surface de ce satellite est un océan recouvert de glace. Un refuge possible pour la vie. Sous la glace, les eaux pourraient être tièdes, chauffées par l'attraction gravitationnelle de Ganymède et de Io. Mais la glace peut s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres d'épaisseur. Pénétrer cet océan et y rechercher la présence d'organismes vivants suppose que l'on puisse s'y poser. Néanmoins, les sillons et les fissures qui parcourent la surface d'Europa sont signes d'espoir. Ils nous rappellent que la Terre possède aussi ces océans de glace et que la vie grouille sous notre banquise. Jupiter et ses 4 plus gros satellites. Un système solaire en miniature. Décollage pour la coûteuse mission Cassini. Nous sommes en 1997 et un vaisseau spatial de plus de 5 tonnes se dirige vers Saturne.
Cassini atteindra cette lointaine géante en 2004. Cette mission coûte $1 milliard. Alors, pourquoi une telle entreprise si longue et si onéreuse? Notre Terre n'est qu'à 150 millions de kilomètres du Soleil. Il faut dépasser Mars, la dernière des planètes rocheuses, puis traverser l'immense fossé qui nous sépare de Jupiter. Saturne est encore au-delà. Cette magnifique planète est à peu près 10 fois plus éloignée du Soleil que nous ne le sommes. Elle met presque 30 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil et sa rotation quotidienne dure 10 heures et quart. Saturne est la deuxième plus grosse planète de notre système solaire après Jupiter. Elle est si peu dense que si on la plongeait dans un océan assez vaste, elle flotterait. Pourtant, son volume pourrait contenir 750 fois la Terre. Tout comme Jupiter, Saturne est gazeuse, composée de 94% d'hydrogène et de presque 6% d'hélium. Elle présente également des bandes climatiques qui sont difficiles à voir à cause du brouillard qui entoure la planète. Elles peuvent être détectées en changeant le filtre de la caméra. On y découvre des orages et des cyclones. Les vents sont plus puissants que ceux de Jupiter. Cette tornade, par exemple, souffle à plus de 1500 km à l'heure. L'atmosphère de Saturne se divise en 5 couches. La plus élevée d'entre elles est composée de brouillard. En dessous, des cristaux de glace ammoniaquée, puis de l'hydrosulfide d'ammonium, ensuite de la glace d'eau et enfin des gouttes d'eau. Plus profondément encore, on trouve de l'hydrogène et de l'hélium, puis de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène métallique et un noyau rocheux. Comme sur Jupiter, c'est l'hydrogène métallique qui produit le champ magnétique de Saturne. Ce dernier dévie le vent solaire, à l'exception des pôles où les particules électrisées s'engouffrent comme dans une cheminée. Elles sont à l'origine des aurores polaires. Regardez bien le pôle Nord. De loin, les anneaux de Saturne ressemblent à un voile de tulle. Vu de près, il y a des milliards de petits satellites, allant du simple grain de poussière à des rochers glacés de la taille d'un camion. Plaçons-nous sur une échelle plus terrestre. Les anneaux s'étendent sur une distance égale à celle qui sépare notre planète de la Lune. Pourtant, ils ne font pas plus d'1 kilomètre d'épaisseur. De la Terre, notre vision des anneaux change en fonction de l'orbite solaire de Saturne. Quand son axe de rotation fait un angle de 26 degrés, vu de profil, les anneaux semblent disparaître. Tout ce que nous savons des anneaux provient des sondes Voyager qui les ont survolés au début des années 80. Elles nous ont montré 7 bandes principales, chacune composée de centaines d'anneaux plus petits. Et elles ont enregistré de mystérieux rayons, probablement de la poussière, s'élevant au-dessus des anneaux sous l'effet des forces électrostatiques. En prenant pour point de repère une étoile à l'arrière-plan, Voyager répertorie les anneaux ainsi que leur division. La plus grande est la division de Cassini, avec plus de 4000 km de large. Certains anneaux sont maintenus en orbite par de petits satellites bergers qui leur servent de gardiens. Ici, un couple de bergers maintient l'anneau extérieur. Ce satellite, nommé Pan, gravite à l'intérieur même de la division d'Encke.
Mais les anneaux restent une énigme. Il pourrait s'agir de débris d'astéroïdes pulvérisés, trop proches de la planète pour se regrouper et former eux-mêmes des satellites. Dans quelques millions d'années, les anneaux de Saturne pourraient se disperser. Voyager nous montre en accéléré les mouvements de Saturne et de ses satellites. On lui en connaît à ce jour 18. Le minuscule mi-masse est le plus bizarre d'entre eux. De la glace et de la roche, et surtout un gigantesque cratère. Si le projectile qu'il a creusé avait été plus grand, mi-masse serait devenu un anneau supplémentaire de Saturne. Voici Encelade, presque 2 fois la taille de mi-masse avec 500 km de large. Des plaines de glace, probablement formées par des remontées d'eau liquide à sa surface. Des fontaines de glace peuvent encore jaillir car Encelade est comprimé par la force d'attraction de ses voisins. La destination suivante de Voyager, Tethys, plus de 1000 km de diamètre et un grand canyon que l'on aperçoit juste en dessous. Dionée lui ressemble, mais l'un de ses hémisphères est plus brillant que l'autre, une surface glacée, grêlée de cratères et de crevasses. Gros plan sur Rhea, un gros satellite de 1500 km de large. Japet a lui un hémisphère noir comme le charbon, l'autre blanc comme la neige. Le minuscule Hyperion a une forme très tourmentée. Et ce petit rocher échange périodiquement son orbite avec un satellite jumeau. Le plus grand satellite de Saturne, plus grand même que la planète Mercure, fut découvert au télescope en 1655 par l'astronome hollandais Huygens. Nommé Titan, il ressemble un peu à notre Terre primitive mise au congélateur. Titan reste voilé dans la brume, mais Voyager réussit à détecter la présence de molécules organiques, des composés à base de carbone, tout comme ceux qui ont été à l'origine de la vie sur Terre. On ne peut qu'en deviner sa surface, car Voyager ne peut rien voir à travers cet épais brouillard. Voici Cassini. À son arrivée sur Titan en 2004, Cassini déploiera un module d'atterrissage justement nommé Huygens. La descente durera environ 2h30. L'atmosphère est riche en azote, comme sur la Terre. Les données seront envoyées au vaisseau mère qui les retransmettra à la Terre. Une fois l'atterrissage réussi, Huygens n'aura plus que 30 minutes à vivre. La température est de moins 190 degrés et il n'y a pas de soleil pour alimenter en énergie ces panneaux solaires. La neige qui tombe est composée de méthane et d'éthane. Huygens a été préparé pour effectuer également des amérissages, car il y a peut-être des océans d'hydrocarbures sur Titan. Là encore, Huygens n'aura qu'une demi-heure pour envoyer des signaux à la Terre et répondre à la question cruciale. Titan est-il un laboratoire du vivant? C'est une raison suffisante pour investir $1 milliard et rendre visite au Seigneur des Anneaux. Septième planète à partir du Soleil, Uranus gravite dans les zones crépusculaires du système solaire, avec un axe de rotation étrangement incliné. Uranus est une géante gazeuse, avec des anneaux et des satellites. Celui-ci, Miranda, c'est le diamant brut du système solaire,
un bloc de roche glacée couvert de falaises plus hautes que l'Everest. Il fait froid ici. Uranus est 19 fois plus éloigné du Soleil que ne l'est la Terre. « 1997. Une étoile qui passe au loin derrière Uranus se met à clignoter. Ce clignotement révèle la présence d'anneaux autour de la planète. Les astronomes en dénombrent 9. On saura par la suite qu'il y en a exactement 11. Ils font ressortir la sévère inclinaison de la planète, qui est de 98 degrés. D'une certaine façon, Uranus roule sur son orbite. Avec un diamètre de plus de 51 000 km, elle est bien plus grosse que la Terre. Mais ce n'est rien à côté de Jupiter, car si Uranus est une géante, Jupiter, elle, est une supergéante. « 1986, premier gros plan de la mission Voyager. Apparemment, c'est une sphère sans signe particulier. Grâce à l'infrarouge, l'œil du télescope spatial Hubble scrute plus en profondeur. Il révèle 3 couches brumeuses de l'atmosphère. Il se peut qu'en dessous, il y ait des phénomènes météorologiques, mais ils restent cachés. La flèche mobile montre l'inclinaison étrange du champ magnétique d'Uranus. Par rapport à son axe de rotation, son axe magnétique est décalé de 60 degrés. Sur Terre, le décalage n'est que de 11 degrés. L'atmosphère est principalement composée d'hydrogène, avec de l'hélium et une petite trace de méthane. La bande supérieure est une étroite couche de brume riche en hydrocarbures. En dessous, de l'hydrogène et du méthane, puis de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfuré, et une zone de transition de gaz et de liquide. Plus bas encore, de l'hydrogène liquide, et un manteau de glace. Enfin, un noyau rocheux. Uranus possède 17 satellites répertoriés. L'un d'entre eux, Miranda, a été sévèrement secoué dans sa jeunesse. Certains de ces débris ont formé les anneaux d'Uranus. Le reste s'est rassemblé pour former un second Miranda, nouveau modèle. Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais qui a le mérite d'expliquer l'existence de ces anneaux. Il se peut aussi qu'Uranus ait subi un énorme choc causé par un corps de la taille de la Terre. Cela pourrait expliquer la présence des anneaux de glace et la forte inclinaison de son axe. De toute façon, les contours chaotiques de Miranda donnent l'impression d'un satellite recomposé. Miranda, avec ses 500 km de diamètre, est une débauche de forme géologique. Le plus spectaculaire, ces falaises de glace de plus de 15 km de haut. Si vous tombiez du haut de l'une d'entre elles, à cause de sa faible gravité, il vous faudrait plus de 14 minutes et demie avant de toucher le sol. Ce satellite, au contraire, semble bien monotone. C'est Ariel, 2 fois plus grand que Miranda, avec son réseau de canyons, ses failles et son givre. Umbriel est plus gros. Il présente une surface qui a peu changé, criblée de cratères. Titania a un canyon qui pourrait facilement rivaliser avec la Rift Valley d'Afrique. Il fait 1600 km de large et c'est le plus grand de tous les satellites. Et voici Oberon, le plus éloigné de tous. Sur Uranus, le jour dure presque 18 heures et la planète met 84 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil. Nous voilà maintenant sur Neptune, la dernière des géantes gazeuses, la dernière des plus grandes planètes. Elle est si loin de nous que lorsque la sonde Voyager l'étudie en 1989,
Les données radio mettent plus de 4 heures pour atteindre la Terre. Il faut 165 ans à Neptune pour parcourir son orbite. Elle est à plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Neptune fut découverte en 1846. Les astronomes de l'époque avaient constaté un écart entre la position réelle d'Uranus et celle qu'ils avaient calculée. La plupart du temps, Uranus était en avance ou en retard par rapport à leurs prévisions. Quelque chose devait donc perturber son orbite. Ce quelque chose était une planète inconnue. Sous son influence, Uranus tantôt accélérait, tantôt freinait. C'est en prenant en compte ces perturbations que les astronomes ont découvert Neptune. Neptune, sur la gauche, est plus dense mais légèrement plus petite qu'Uranus. Elle fait plus de 4 fois la Terre, avec un diamètre de 50 000 km. Alors que Jupiter équivaut à 12 Terres ou à 3 Neptunes. Après la surface brouillée d'Uranus, Voyager distingue toutes sortes de phénomènes météorologiques sur Neptune. Là, un nuage file comme un éclair à travers les couches supérieures de l'atmosphère. Neptune est la planète la plus ventée. À l'équateur, des rafales soufflent à plus de 2000 km/h. Les nuages d'altitude sont froids, à moins de 100 degrés. Mais le climat est réglé par la chaleur interne de Neptune, une chaleur qui manque à Uranus. Voyager détecte une tempête de la taille de la Terre, la Grande Tache Sombre. Après un certain nombre de jours, elle change de forme. Bien que cette tempête passe en trombe autour de la planète, cette vue en accéléré prise par Voyager la maintient au centre de l'image. Au sud-est, un autre orage, l'œil du sorcier, plus gros que n'importe quel typhon terrien. Sept ans plus tard, sous l'œil du télescope Hubble, la Grande Tache Sombre semble avoir disparu. Neptune effectue un tour complet sur elle-même toutes les 16 heures. L'atmosphère est composée de 85% d'hydrogène, de 12% d'hélium, le reste étant principalement du méthane. Il y a 4 couches distinctes. La plus éloignée est une brume atmosphérique avec beaucoup d'hydrocarbures. Plus bas, de l'hydrogène et du méthane, puis de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfureux et une zone de transition composée de gaz et de liquide. Vers le centre, de l'hydrogène liquide, un manteau de glace et un noyau rocheux. Neptune possède 2 anneaux principaux. Les parties de l'anneau extérieur se sont épaissies là où la matière s'est rassemblée. Gros plan imaginaire sur des particules de poussière glacée. On compte pour le moment 8 satellites autour de Neptune. 6 d'entre eux ont été découverts par Voyager. Tous sont minuscules, sauf un. C'est Triton. D'un diamètre de 2700 km, Triton a la surface la plus froide, elle est à moins 238 degrés. Cela ne l'empêche pas de rejeter de l'azote noirci. Ces geysers peuvent monter à plus de 8 km de haut et leurs panaches sont éparpillés par le vent dans la fine atmosphère. Triton a peut-être été un gros astéroïde capturé. Tout comme Pluton, la dernière planète à l'extrême limite du système solaire. Nous sommes à l'observatoire de Lowell à Flagstaff en Arizona. En 1930, on y repère pour la première fois la planète la plus éloignée de notre système solaire, Pluton. C'est l'astronome Clyde Tombaugh qui fait cette découverte. Il a 24 ans.
Tombaugh réussit cet exploit en photographiant systématiquement de grandes régions du ciel sur des plaques en verre. Pendant plusieurs nuits, il prend en photo 2 fois de suite chaque partie du ciel. Puis, en plissant légèrement les yeux, il compare les 2 clichés. S'ils sont identiques et qu'aucun astre n'a bougé, il ne s'y intéresse pas, car seuls les objets à l'intérieur même du système solaire se déplacent devant le fond d'étoiles en arrière-plan. C'est ainsi qu'après 6 mois d'observation, il voit un point qui a bougé, c'est Pluton. Pluton et son satellite Charon ont à eux deux une masse inférieure à 1/5 de celle de notre Lune. Ce sont 2 petits mondes de méthane et d'eau gelés dans l'obscurité des confins du système solaire. Pluton et son satellite sont en moyenne 40 fois plus éloignés du Soleil que notre Terre. Plus loin encore se trouve le nuage d'Oort, une sphère composée de débris de glace qui enveloppe le système solaire. Mais en revenant en arrière, il existe un autre réservoir rempli lui aussi de débris de glace, la ceinture de Kuiper. Pluton, avec son orbite très excentrique, pourrait bien provenir de cette ceinture et ne pas être une planète à part entière. Pluton est un mélange de roches et de glace, tout comme les comètes qui nous arrivent de la ceinture de Kuiper ou du nuage d'Oort. Voici la comète Hyakutake, observée en 1996. Son noyau est une sorte de boule de neige sale de 3 km de large, mais sa queue s'étend sur des millions de kilomètres. Quand une comète s'approche du Soleil, elle développe une double queue. La partie jaune est formée de poussière et la partie bleue de gaz. La queue gazeuse peut se détacher sous l'action du vent solaire qui souffle en rafale. C'est le vent, auquel il faut rajouter la pression du rayonnement solaire, qui repousse les queues de comètes à l'opposé du Soleil. Cachons le disque solaire et regardons en accéléré une comète contourner le Soleil. Celle-ci se perd dans le Soleil. Les comètes sont les vagabondes du système solaire. Certaines se déplacent, décrivant d'hasardeuses orbites elliptiques, passant à toute allure devant les planètes. Telles des kamikazes, elles plongent vers le Soleil et meurent. D'autres ne font que l'effleurer. Jupiter représente un véritable danger pour les comètes. Celle-ci est détournée de son orbite solaire, puis capturée par l'attraction de la planète géante. La comète, fragile mélange de glace et de poussière, s'approche d'elle à moins de 50 000 km. Elle en paie le prix. Jupiter l'a brisée en plus de 20 fragments, mais ce n'est qu'un début. La comète, nommée Shoemaker-Levy 9, va devenir le plus grand spectacle céleste du siècle. En plongeant vers Jupiter, elle bombarde de toutes parts l'épaisse atmosphère de la planète gazeuse. C'était en juillet 1994. Chaque fragment a créé des ondes de choc aussi grosses que la Terre. Voici l'instant de l'impact. Plus bas, à gauche, un panache s'élève à plus de 1000 km de hauteur. La plus célèbre des comètes est celle de Halley. Depuis des siècles, elle rend visite à nos cieux tous les 76 ans environ. Quand il l'aperçoit, en 1301, le peintre italien Giotto en fait son étoile de Bethléem. En 1066, la tapisserie de Bayeux raconte la conquête de l'Angleterre par les Normands. La comète est présente, témoin de l'histoire. Après le dernier passage de la comète de Halley, mais le premier depuis l'ère spatiale, c'est nous qui sommes allés lui rendre visite grâce à une sonde appelée Giotto envoyée par les Européens. Au milieu d'une armada internationale, c'est la mission la plus ambitieuse.
car Giotto doit traverser la coma, c'est-à-dire le nuage qui entoure le noyau. Nous sommes en 1986. Voici les images. Un noyau qui a la forme d'une cacahuète de 16 km sur 9. Vaporisés par la chaleur du soleil, les gaz et les poussières s'échappent de la surface. La lumière éblouissante rend la vision difficile, mais la surface du noyau de Halley que l'on devine est couverte de carbone noir. La coma, nourrie par des jets de gaz, développe une chevelure d'1 million de kilomètres bien plus grande que le Soleil. Ces rochers glacés font partie de la ceinture de Kuiper, un disque de débris rocheux qui se situe au-delà des planètes. C'est de là que vient la comète de Halley, probablement bousculée par un changement dans l'interaction gravitationnelle du Soleil et des étoiles voisines. Halley a eu de la chance. L'attraction solaire l'a fait tourner autour du Soleil au lieu de la faire chuter directement dedans. Mais Halley est maintenant prisonnière d'une orbite qui l'emmène au-delà de Neptune pour revenir vers le Soleil, puis repartir en direction de Neptune, et ainsi de suite. Halley parcourt son orbite en 76 ans. Les comètes qui ont des périodes plus longues arrivent de bien plus loin, comme celle de Hale-Bopp, la plus spectaculaire que l'on ait vue en cette fin de siècle. « 1997, c'est l'année de Hale-Bopp. En gros plan, voici son noyau en rotation avec ses 40 km de large crachant du gaz et des poussières. Ils jaillissent de l'hémisphère chauffé par le Soleil, s'allumant et s'éteignant en fonction de la rotation du noyau. En s'approchant du Soleil, Hale-Bopp perd 1000 tonnes de poussière et d'eau par seconde. Mais dans le froid, aux confins du système solaire, la comète reprend sa forme initiale, sans chevelure, elle redevient inerte. Dans l'histoire, les hommes ont toujours vu les comètes avec une chevelure, et ils les ont également souvent associées à la mort et à la destruction. Mais avoir peur des comètes n'est pas complètement absurde. Aujourd'hui, elles sont étudiées de très près par les scientifiques. Si Hale-Bopp avait percuté la Terre, nous serions tous morts. Mais ceci est une autre histoire. La sonde spatiale Stardust part à la rencontre de la comète Wild 2. À la manière du papier tue-mouche, ces instruments vont collecter des échantillons pendant que Stardust traversera sa chevelure. Mais à la différence de Giotto, qui n'a fait que nous envoyer des données, Stardust, elle, doit ramener sur Terre sa précieuse récolte. Isolée dans une capsule capable de résister au choc brûlant de la rentrée dans notre atmosphère, voici un précieux colis qui nous vient de loin, bien au-delà des planètes. Récupérés après l'atterrissage de Stardust dans les vastes étendues polaires, les échantillons de Wild 2 seront uniques. C'est la première fois que des scientifiques examineront des particules demeurées intactes depuis la naissance du système solaire. Le nuage d'Oort se situe à 1/3 de la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche. C'est lui qui nous envoie ses messagères du passé, les comètes. Alors que pendant des siècles, les marins et les voyageurs sont partis explorer le monde, aujourd'hui, notre planète est cartographiée depuis l'espace. Des satellites en orbite autour de la Terre nous regardent en permanence. Dans un monde qui ne cesse d'évoluer, la technologie donne le ton.
Les systèmes de communication sont désormais reliés par satellite pour que l'information circule au même instant, partout dans chaque coin du globe. Les recherches et les observations effectuées par les satellites ont révolutionné notre compréhension du monde. Le satellite Météosat, chargé d'étudier le climat, a été placé à 36 000 km de la Terre. Parcourant son orbite au même rythme que celui de la Terre, il plane au-dessus de l'équateur. Météosat nous montre les différentes variations climatiques de la planète. L'air chaud, s'élevant au niveau de l'équateur, se déplace au nord comme au sud. Des nuages lourds balayent les latitudes tempérées. Sur la côte est des États-Unis, un ouragan. Sur la gauche, au Texas, les tempêtes provoquent des tornades. Les satellites météo voient tout. Les météorologues simplifient les données complexes qui leur parviennent pour la presse et la télévision. Lorsqu'un ouragan approche, les prévisions météo nous permettent de nous protéger. Vu du satellite, cet ouragan qui sévit dans les Caraïbes semble calme. En bas, c'est une autre histoire. Des vents de plus de 300 km/h balayent tout sur leur passage, laissant derrière eux le chaos, la mort et le désespoir. Au Bangladesh, les conséquences d'un cyclone. On ne peut pas arrêter un cyclone, mais on peut contrôler les inondations qu'il provoque. Grâce aux images satellites, les ingénieurs localisent les meilleurs emplacements pour les barrages et les digues. Ils sauveront ainsi de nombreuses terres et des vies humaines. Décollage pour Topex Poséidon. De son orbite, ce satellite scrute méthodiquement la Terre. Il est programmé pour observer les océans. Il mesure les changements du niveau de la mer avec une précision de 4,3 cm. C'est ce qu'on appelle la détection à distance. Topex Poséidon nous offre une base de données extrêmement riche. En un mois, il nous en apprend plus sur la mer qu'un siècle de navigation. Ce sont les océans qui sont à l'origine du temps. Sur seulement 3 mètres de profondeur, ils stockent le même volume de chaleur que l'atmosphère tout entière. Le va-et-vient de cette chaleur entre l'océan et l'atmosphère aide à comprendre les variations du climat. Ainsi, en contrôlant les courants et la température, nous pouvons prévoir le temps. On connaît la température de l'océan grâce au changement du niveau de la mer. S'il fait chaud, le niveau de la mer monte. S'il fait froid, il descend. Dans le Pacifique, le trajet qu'emprunte le courant El Niño est connu grâce aux satellites. Quand El Niño frappe, les alizés retombent. Des courants d'eau chaude, ici en rouge, vont vers l'est au lieu d'aller vers l'ouest. El Niño déferle vers l'Amérique du Sud et apporte avec lui la pluie, tandis que de l'autre côté du Pacifique, l'Australie et l'Indonésie sont vouées aux eaux froides et à la sécheresse. La navigation bénéficie aussi de ce déploiement de satellites. Grâce aux informations qu'ils envoient, les navires peuvent éviter les bancs de brouillard et échapper à une mer déchaînée. Les satellites de navigation couvrent le monde entier. Il suffit que les bateaux puissent déterminer la position de 3 de ces satellites pour que ces mêmes bateaux puissent se positionner à 10 mètres près. Et pour les navigateurs qui veulent se frayer un chemin à travers la glace, les satellites sont leurs meilleurs alliés pour leur indiquer quel chemin prendre. Si le Titanic avait navigué à l'ère du satellite, il aurait pu éviter l'iceberg qui causa sa perte. « 1991, éruption du mont Pinatubo. Les satellites mesurent les jets de lave. Les températures chutent de 1 degré au moment où la poussière volcanique se répand sur la Terre. La pollution liée à la production industrielle, qui elle aussi affecte le climat, est surveillée depuis l'espace. Ce satellite analyse les gaz de l'atmosphère, et plus spécialement la couche d'ozone. C'est elle qui nous protège des dangereuses radiations du soleil, les ultraviolets. Depuis 1990,
la couche d'ozone a diminué. Les émissions de gaz chimiques en sont peut-être la cause. Au-dessus du pôle sud, le satellite révèle un important trou dans la couche d'ozone. Et il ne cesse de grandir. La Terre risque de se réchauffer. La glace polaire fond peu à peu. Les scientifiques ne sont pas d'accord sur le pourquoi, mais les satellites continuent leur surveillance. Est-ce un réchauffement naturel de notre Terre ou est-ce l'homme qui en est la cause? Quoi qu'il en soit, une légère montée du niveau de la mer suffirait à inonder une bonne partie du nord-ouest de l'Europe. Un pétrolier en difficulté. Lors d'une catastrophe pétrolière, les conséquences sur l'environnement sont épouvantables. Les images satellites participent au nettoyage des océans. Elles indiquent la taille de la nappe de pétrole et la direction qu'elle prend. Les satellites permettent aussi d'identifier ceux qui déversent leur pétrole dans la mer. Depuis la navette spatiale, on voit le pétrole qui brûle remonter. Voici ce que la guerre du Golfe a coûté à l'environnement. Le Koweït avant la guerre et après sur les photos satellites. En Amazonie, c'est tout l'écosystème qui est menacé. La forêt tropicale est en train de disparaître, et c'est là que réside la moitié des espèces sur la Terre. La navette spatiale voit le nombre d'arbres abattus et les feux de forêt criminels. Nous sommes en train de détruire la forêt qui nous fournit plus d'un quart de notre oxygène. Avec les images satellites, plus personne aujourd'hui ne peut nier l'évidence. La navette ne fait qu'observer. Ce satellite, lui, travaille pour une meilleure utilisation des terres. Il s'appelle Spot. C'est un œil robotisé observant nos villes en permanence. Spot offre aux planificateurs une perspective nouvelle sur le développement rural et urbain. Depuis son orbite, il photographie en plusieurs endroits un site possible de développement. En combinant les images entre elles, il donne une image en 3 dimensions. Avec l'aide des ordinateurs, vous obtenez la position idéale d'un nouveau réservoir. En ajoutant un radar à ces yeux de l'espace, on peut alors pénétrer la poussière volcanique. Ici, aux Philippines, en 1991, le radar nous montre la lave noire du mont Pinatubo. Et sous le désert du Sahara, le radar découvre d'anciens lits de rivières. Comme ces champs, ici en fausse couleur nous le prouve, l'agriculture elle aussi se sert des satellites. Récolte après récolte, saison après saison, voici le compte-rendu d'une ferme depuis l'espace. Ce sont aussi les contrôles de santé. Les satellites alertent les cultivateurs en cas d'invasion d'insectes ou de mildiou. Les taches noires signalent une difficulté. Il est nécessaire de combattre le mal ou le virus. Comme une armée en marche, les sauterelles avancent, dévorant tout sur leur passage. Mais l'aide n'est pas loin. Elles déposent leurs œufs dans le sol humide. Depuis le satellite, on le voit apparaître en jaune. Déjà, les avions épandeurs sont opérationnels. Les satellites, les vigiles de notre planète.
Jupiter est une énorme boule de gaz. Elle est plus grosse que toutes les planètes du système solaire réunies. Jupiter virevolte comme une toupie. Ses jours sont plus courts que sur n'importe quelle autre planète. Elle tourne sur son axe en moins de 10 heures. Brillant faiblement à travers l'anneau de poussière qui entoure Jupiter, le Soleil n'est qu'un phare lointain, distant de 780 millions de kilomètres. Jupiter est si éloigné du Soleil qu'il lui faut près de 12 ans pour parcourir son orbite autour de l'étoile. Comparé à Jupiter, la Terre est une naine. Il faut 11 terres pour égaler le diamètre de Jupiter et plus de 1300 pour remplir son volume. Jupiter joue parfois le rôle d'un aspirateur à comète. Cette comète, venant du fin fond du système solaire, frôle Jupiter d'un peu trop près. Elle est capturée par la gravité de la planète géante. Soumise à des forces des centaines de fois plus grandes que l'attraction qu'exerce la Lune sur les marées terrestres, la comète se brise en morceaux. Nous sommes en juillet 1994. Plus de 20 fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 plongent vers Jupiter. « 1977. Deux sondes spatiales jumelles quittent notre petite planète bleue en direction du lointain système solaire. Première cible de ces missions Voyager, Jupiter. 2 ans plus tard, Jupiter se révèle alors dans toute sa splendeur. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle n'a pas vraiment de surface, rien de solide en tout cas, juste du gaz tourbillonnant en de gigantesques bandes climatiques. Ces courants de gaz soufflent dans des directions opposées. Des tempêtes et des tourbillons font le tour de la planète. La plus grande de ces tempêtes est la Grande Tache Rouge, 3 fois plus grande que la Terre, un anticyclone qui fait rage depuis des siècles. En haut de l'écran, la Grande Tache Rouge vue de Voyager 1. En bas, la même vue de Voyager 2. Dix ans plus tard, depuis l'orbite de la Terre, la navette spatiale lance Galileo. En passant par Vénus et 2 fois au large de la Terre, il faut 6 longues années à la sonde pour atteindre Jupiter. Galileo y parvient. En 1995, une sonde est larguée pour une descente aux enfers. Le plongeon est ralenti par un parachute. Chaque seconde compte pour les recherches. Les nuages s'épaississent. Les vents soufflent à plus de 500 km/h, entraînés par la chaleur de Jupiter. Les températures grimpent. Jupiter dégage beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. Son noyau chauffe à plus de 30 000 degrés Celsius. Au bout de 40 minutes de plongée, l'atmosphère est 10 fois plus dense que celle de la Terre. Au bout d'1 heure, la sonde Galileo est anéantie, écrasée par la pression. Jupiter est composé de 90% d'hydrogène et de presque 10% d'hélium. Une sorte de brouillard englobe son atmosphère. En dessous, des cristaux d'ammoniac, de l'hydrosulfide d'ammonium, de la glace et des gouttelettes d'eau et d'ammoniac. Au cœur de Jupiter, de l'hydrogène et de l'hélium, puis de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène métallique et enfin un noyau dur. C'est cet hydrogène métallique liquide qui produit le champ magnétique de Jupiter. À l'intérieur de cette zone en forme de chambre à air, des particules électrisées bourdonnent comme un essaim d'abeilles.
Mais la magnétosphère de Jupiter s'étend bien plus loin. Elle est, après le Soleil, la plus grosse entité du système solaire. Quand le vent solaire s'engouffre en direction de la planète, des aurores se déploient au-dessus des pôles. Ces halos sont chargés de particules qui interagissent avec la couche supérieure de l'atmosphère. Les 16 satellites de Jupiter. Après avoir lancé sa sonde dans l'atmosphère de Jupiter, Galiléo s'intéresse maintenant à ses satellites. Le premier d'entre eux, Io, est tiraillé entre l'attraction de Jupiter et celle d'un satellite proche. Il en résulte des éruptions volcaniques photographiées pour la première fois par la sonde Voyager. De tous les corps du système solaire, Io est celui dont l'activité volcanique est la plus intense. Il est secoué en permanence par des éruptions. La lave recouvre sans cesse sa surface. Des panaches de gaz alimentent son atmosphère en soufre. Contrairement à Io, ce satellite, Ganymède, est très calme. À moins 150 degrés, la croûte de glace s'étend sur 100 km d'épaisseur. Ganymède est le plus gros satellite de tout le système solaire. Il est même plus gros que la planète Mercure. Autour de Ganymède, Galiléo détecte un faible champ magnétique qui laisse deviner la structure interne de ce satellite. Sous la croûte s'étend un manteau de neige fondue, puis une couche de roches et de glace entourant un noyau de silice. Callisto pourrait être le jumeau de Ganymède s'il n'était criblé de cratères. Ceux-ci témoignent d'innombrables bombardements. Le plus grand site d'impact est un vaste bassin en forme d'anneau. En voici un autre, photographié par Galiléo. S'il devait y avoir une vie extraterrestre dans le système solaire, ce serait ici, sur Europa. Lisse et craquelée comme une coquille d'œuf. Une théorie prétend que toute la surface de ce satellite est un océan recouvert de glace. Un refuge possible pour la vie. Sous la glace, les eaux pourraient être tièdes, chauffées par l'attraction gravitationnelle de Ganymède et de Io. Mais la glace peut s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres d'épaisseur. Pénétrer cet océan et y rechercher la présence d'organismes vivants suppose que l'on puisse s'y poser. Néanmoins, les sillons et les fissures qui parcourent la surface d'Europa sont signes d'espoir. Ils nous rappellent que la Terre possède aussi ces océans de glace et que la vie grouille sous notre banquise. Jupiter et ses 4 plus gros satellites. Un système solaire en miniature. Décollage pour la coûteuse mission Cassini. Nous sommes en 1997 et un vaisseau spatial de plus de 5 tonnes se dirige vers Saturne.
Cassini atteindra cette lointaine géante en 2004. Cette mission coûte $1 milliard. Alors, pourquoi une telle entreprise si longue et si onéreuse? Notre Terre n'est qu'à 150 millions de kilomètres du Soleil. Il faut dépasser Mars, la dernière des planètes rocheuses, puis traverser l'immense fossé qui nous sépare de Jupiter. Saturne est encore au-delà. Cette magnifique planète est à peu près 10 fois plus éloignée du Soleil que nous ne le sommes. Elle met presque 30 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil et sa rotation quotidienne dure 10h15. Saturne est la deuxième plus grosse planète de notre système solaire après Jupiter. Elle est si peu dense que si on la plongeait dans un océan assez vaste, elle flotterait. Pourtant, son volume pourrait contenir 750 fois la Terre. Tout comme Jupiter, Saturne est gazeuse, composée de 94% d'hydrogène et de presque 6% d'hélium. Elle présente également des bandes climatiques qui sont difficiles à voir à cause du brouillard qui entoure la planète. Elles peuvent être détectées en changeant le filtre de la caméra. On y découvre des orages et des cyclones. Les vents sont plus puissants que ceux de Jupiter. Cette tornade, par exemple, souffle à plus de 1500 km à l'heure. L'atmosphère de Saturne se divise en 5 couches. La plus élevée d'entre elles est composée de brouillard. En dessous, des cristaux de glace ammoniaquée, puis de l'hydrosulfide d'ammonium, ensuite de la glace d'eau et enfin des gouttes d'eau. Plus profondément encore, on trouve de l'hydrogène et de l'hélium, puis de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène métallique et un noyau rocheux. Comme sur Jupiter, c'est l'hydrogène métallique qui produit le champ magnétique de Saturne. Ce dernier dévie le vent solaire, à l'exception des pôles où les particules électrisées s'engouffrent comme dans une cheminée. Elles sont à l'origine des aurores polaires. Regardez bien le pôle Nord. De loin, les anneaux de Saturne ressemblent à un voile de tulle. Vu de près, il y a des milliards de petits satellites, allant du simple grain de poussière à des rochers glacés de la taille d'un camion. Plaçons-nous sur une échelle plus terrestre. Les anneaux s'étendent sur une distance égale à celle qui sépare notre planète de la Lune. Pourtant, ils ne font pas plus d'1 kilomètre d'épaisseur. De la Terre, notre vision des anneaux change en fonction de l'orbite solaire de Saturne. Quand son axe de rotation fait un angle de 26 degrés, vu de profil, les anneaux semblent disparaître. Tout ce que nous savons des anneaux provient des sondes Voyager qui les ont survolés au début des années 80. Elles nous ont montré 7 bandes principales, chacune composée de centaines d'anneaux plus petits. Et elles ont enregistré de mystérieux rayons, probablement de la poussière, s'élevant au-dessus des anneaux sous l'effet des forces électrostatiques. En prenant pour point de repère une étoile à l'arrière-plan, Voyager répertorie les anneaux ainsi que leur division. La plus grande est la division de Cassini, avec plus de 4000 km de large. Certains anneaux sont maintenus en orbite par de petits satellites bergers qui leur servent de gardiens. Ici, un couple de bergers maintient l'anneau extérieur. Ce satellite, nommé Pan, gravite à l'intérieur même de la division d'Encke. Mais les anneaux restent une énigme.
Il pourrait s'agir de débris d'astéroïdes pulvérisés, trop proches de la planète pour se regrouper et former eux-mêmes des satellites. Dans quelques millions d'années, les anneaux de Saturne pourraient se disperser. Voyager nous montre en accéléré les mouvements de Saturne et de ses satellites. On lui en connaît à ce jour 18. Le minuscule mi-masse est le plus bizarre d'entre eux. De la glace et de la roche, et surtout un gigantesque cratère. Si le projectile qu'il a creusé avait été plus grand, mi-masse serait devenu un anneau supplémentaire de Saturne. Voici Encelade, presque 2 fois la taille de mi-masse avec 500 km de large. Des plaines de glace, probablement formées par des remontées d'eau liquide à sa surface. Des fontaines de glace peuvent encore jaillir car Encelade est comprimé par la force d'attraction de ses voisins. La destination suivante de Voyager, Tethys, plus de 1000 km de diamètre et un grand canyon que l'on aperçoit juste en dessous. Dionée lui ressemble, mais l'un de ses hémisphères est plus brillant que l'autre, une surface glacée, grêlée de cratères et de crevasses. Gros plan sur Rhea, un gros satellite de 1500 km de large. Japet a lui un hémisphère noir comme le charbon, l'autre blanc comme la neige. Le minuscule Hyperion a une forme très tourmentée. Et ce petit rocher échange périodiquement son orbite avec un satellite jumeau. Le plus grand satellite de Saturne, plus grand même que la planète Mercure, fut découvert au télescope en 1655 par l'astronome hollandais Huygens. Nommé Titan, il ressemble un peu à notre Terre primitive mise au congélateur. Titan reste voilé dans la brume, mais Voyager réussit à détecter la présence de molécules organiques, des composés à base de carbone, tout comme ceux qui ont été à l'origine de la vie sur Terre. On ne peut qu'en deviner sa surface, car Voyager ne peut rien voir à travers cet épais brouillard. Voici Cassini. À son arrivée sur Titan en 2004, Cassini déploiera un module d'atterrissage justement nommé Huygens. La descente durera environ 2h30. L'atmosphère est riche en azote, comme sur la Terre. Les données seront envoyées au vaisseau mère qui les retransmettra à la Terre. Une fois l'atterrissage réussi, Huygens n'aura plus que 30 minutes à vivre. La température est de moins 190 degrés et il n'y a pas de soleil pour alimenter en énergie ces panneaux solaires. La neige qui tombe est composée de méthane et d'éthane. Huygens a été préparé pour effectuer également des amérissages, car il y a peut-être des océans d'hydrocarbures sur Titan. Là encore, Huygens n'aura qu'une demi-heure pour envoyer des signaux à la Terre et répondre à la question cruciale. Titan est-il un laboratoire du vivant? C'est une raison suffisante pour investir $1 milliard et rendre visite au Seigneur des Anneaux. Septième planète à partir du Soleil, Uranus gravite dans les zones crépusculaires du système solaire, avec un axe de rotation étrangement incliné. Uranus est une géante gazeuse, avec des anneaux et des satellites. Celui-ci, Miranda, c'est le diamant brut du système solaire, un bloc de roche glacée couvert de falaises plus hautes que l'Everest.
Il fait froid ici. Uranus est 19 fois plus éloigné du Soleil que ne l'est la Terre. « 1997. Une étoile qui passe au loin derrière Uranus se met à clignoter. Ce clignotement révèle la présence d'anneaux autour de la planète. Les astronomes en dénombrent 9. On saura par la suite qu'il y en a exactement 11. Ils font ressortir la sévère inclinaison de la planète, qui est de 98 degrés. D'une certaine façon, Uranus roule sur son orbite. Avec un diamètre de plus de 51 000 km, elle est bien plus grosse que la Terre. Mais ce n'est rien à côté de Jupiter, car si Uranus est une géante, Jupiter, elle, est une supergéante. « 1986, premier gros plan de la mission Voyager. Apparemment, c'est une sphère sans signe particulier. Grâce à l'infrarouge, l'œil du télescope spatial Hubble scrute plus en profondeur. Il révèle 3 couches brumeuses de l'atmosphère. Il se peut qu'en dessous, il y ait des phénomènes météorologiques, mais ils restent cachés. La flèche mobile montre l'inclinaison étrange du champ magnétique d'Uranus. Par rapport à son axe de rotation, son axe magnétique est décalé de 60 degrés. Sur Terre, le décalage n'est que de 11 degrés. L'atmosphère est principalement composée d'hydrogène, avec de l'hélium et une petite trace de méthane. La bande supérieure est une étroite couche de brume, riche en hydrocarbures. En dessous, de l'hydrogène et du méthane, puis de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfuré, et une zone de transition de gaz et de liquide. Plus bas encore, de l'hydrogène liquide, et un manteau de glace. Enfin, un noyau rocheux. Uranus possède 17 satellites répertoriés. L'un d'entre eux, Miranda, a été sévèrement secoué dans sa jeunesse. Certains de ces débris ont formé les anneaux d'Uranus. Le reste s'est rassemblé pour former un second Miranda, nouveau modèle. Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais qui a le mérite d'expliquer l'existence de ces anneaux. Il se peut aussi qu'Uranus ait subi un énorme choc causé par un corps de la taille de la Terre. Cela pourrait expliquer la présence des anneaux de glace et la forte inclinaison de son axe. De toute façon, les contours chaotiques de Miranda donnent l'impression d'un satellite recomposé. Miranda, avec ses 500 km de diamètre, est une débauche de forme géologique. Le plus spectaculaire, ces falaises de glace de plus de 15 km de haut. Si vous tombiez du haut de l'une d'entre elles, à cause de sa faible gravité, il vous faudrait plus de 14 minutes et demie avant de toucher le sol. Ce satellite, au contraire, semble bien monotone. C'est Ariel, 2 fois plus grand que Miranda, avec son réseau de canyons, ses failles et son givre. Umbriel est plus gros. Il présente une surface qui a peu changé, criblée de cratères. Titania a un canyon qui pourrait facilement rivaliser avec la Rift Valley d'Afrique. Il fait 1600 km de large et c'est le plus grand de tous les satellites. Et voici Oberon, le plus éloigné de tous. Sur Uranus, le jour dure presque 18 heures, et la planète met 84 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil. Nous voilà maintenant sur Neptune, la dernière des géantes gazeuses, la dernière des plus grandes planètes. Elle est si loin de nous que lorsque la sonde Voyager l'étudie en 1989, les données radio mettent plus de 4 heures pour atteindre la Terre. Il faut 165 ans à Neptune pour parcourir son orbite. Elle est à plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil.
Neptune fut découverte en 1846. Les astronomes de l'époque avaient constaté un écart entre la position réelle d'Uranus et celle qu'ils avaient calculée. La plupart du temps, Uranus